Ce soir, l'opposition n'en démord pas. Que sait le premier ministre Trudeau sur l'ingérence de la Chine dans les élections? Le point avec nos journalistes. L'ancien premier ministre Jean Charest réagit à la nouvelle stratégie Indo-Pacifique d'Ottawa. Et 25 ans après le traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, quel travail reste-t-il à faire? Rencontre avec une survivante. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef du Bloc québécois est revenu à la charge aujourd'hui dans le dossier de l'ingérence possible de la Chine dans les élections de 2019. Yves-François Blanchette veut savoir qui sont les candidats qui auraient reçu du financement chinois il y a 3 ans. Le chef bloquiste demande aussi des explications à Justin Trudeau sur la provenance d'une contribution de 70 000 $ à la caisse électorale de sa circonscription en 2015. Le gouvernement ne semble pas réaliser la précarité de la situation dans laquelle il place le Canada. Il provoque le géant chinois plus puissant au plan économique, démographique, géopolitique. Et au lieu de s'aligner sur les USA, quitte à se cacher derrière, il se montre faible. Pire, il se montre vulnérable. Il donne l'impression que la Chine peut faire ce qu'elle veut au Canada. Et en ne révélant pas quels sont les comtés qui auraient eu du financement illégal ou en ne tirant pas au clair la question des 70 000 $ dans le comté du premier ministre, il nous rend vulnérables. De quel comté s'agit-il? Bravo. Bravo. L'honorable ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement prend très au sérieux toutes les allégations les menaces causées par les ingérences étrangères. Ça, c'est la raison qu'on a créé 2 panels pour examiner toutes les allégations et les panels ont confirmé que les élections de 2019 et 2021 a d'intégrité et on va continuer de donner tous les outils que la communauté de sécurité nationale ont besoin pour protéger nos institutions démocratiques. Et pour analyser cette semaine politique, je retrouve les journalistes Joël Denis-Bellavance, Yves Malo et Émilie Bergeron. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec le dossier de l'ingérence possible de la Chine dans les élections de 2019. Vraiment, ça a dominé la semaine politique à Ottawa. À chaque jour, le premier ministre Trudeau a fait face aux attaques du Bloc, des conservateurs également. Joël Denis, est-ce qu'on commence à y voir plus clair dans cette affaire-là ou si c'est toujours aussi nébuleux? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a encore des circonstances à éclaircir, je vous dirais. On sait on soupçonne depuis longtemps que la Chine se livre à des activités d'ingérence, d'espionnage au Canada. Ça, c'est pas nouveau. Mais dans quelle mesure ça a pu affecter les résultats des élections de 2019 et 2021? La question demeure. Selon le premier ministre, l'intégrité du système a été maintenue. Mais il reste qu'il y a eu un reportage qui fait encore les manchettes, c'est-à-dire celui de Global, qui disait que 11 candidats, à la fois des candidats du Parti conservateur et du Parti libéral, auraient reçu du financement de la part de la Chine pour tenter d'influencer l'issue des élections. Donc ça reste nébuleux. Il faudra quand même continuer à creuser cette affaire pour la tirer au clair. Oui. Yves, M. Trudeau a admis cette semaine qu'il doit choisir ses mots quand il parle de ce dossier-là. On sait évidemment qu'il y a des enjeux de sécurité publique. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette affaire par le premier ministre Trudeau? Vous savez, c'est difficile de blâmer M. Trudeau parce qu'il doit garder un ton relativement neutre. Parce que, bien sûr, c'est délicat à avoir à négocier avec une superpuissance, surtout si la superpuissance en question, c'est un régime totalitaire. C'est délicat parce qu'on le sait, la Chine peut être intrusive à plusieurs niveaux. C'est délicat aussi parce que c'est un important partenaire commercial. Alors, il peut se faire reprocher toutes sortes de choses, M. Trudeau, dans ses relations avec la Chine, mais le ton qu'il garde, je pense qu'il n'y a pas le choix d'avoir ce ton relativement neutre et d'avoir à choisir ses mots au fur et à mesure que les événements se produisent. Émilie, on vient d'entendre le chef du Bloc, les bloquistes et les conservateurs s'en sont donnés, mais vraiment en cœur joie cette semaine. Le Bloc a même soulevé des questions sur le financement chinois qu'aurait reçu le premier ministre Trudeau dans son comté de Papineau en 2015. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de l'opposition cette semaine? Cette attaque-là des bloquistes, en fait, c'est une reprise un peu à leur sauce d'une clarification ou d'une attaque que faisaient déjà les conservateurs. Et c'est normal que les conservateurs et les bloquistes tapent sur ce clou. Ils ont raison de le faire parce que je pense que c'est payant pour eux. Ils le font aussi parce que ils exploitent une brèche dans la réponse de M. Trudeau, je crois, parce que M. Trudeau insiste beaucoup
sur des fonds qui n'ont pas été touchés à sa connaissance par aucun candidat, mais le réseau Global quand même a parlé d'un réseau allégué, donc d'un vaste réseau. Donc, eux exploitent cette brèche. Finalement, ils disent que M. Trudeau ne répond pas complètement à la question et ils exploitent aussi un flou parce qu'il y a des informations manquantes. La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, l'a dit clairement, là, elle peut pas donner d'informations à ce stade-ci et on dirait pas qu'elle va en donner parce que il y a des questions de sécurité nationale en jeu. Donc, c'est un flou sur lequel aussi les partis d'opposition peuvent définitivement jouer. Donc, ça reste encore nébuleux. On va se transporter du côté de Québec parce que la semaine a été chargée du côté de Québec. C'était en fait le début de la nouvelle session parlementaire mardi. Le premier ministre François Legault a présenté son discours inaugural mercredi. Priorité de ce discours, la protection du français au Québec. Et ce soir, le ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge, rencontre la ministre des langues officielles du Canada à Ottawa, Mme Petitpas-Taylor, selon du moins ce que rapporte le journal Le Droit. Joël Denis, on se doute bien que le projet de loi C-13 sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, ça va être à l'ordre du jour des discussions. Les libéraux veulent adopter ce projet de loi-là le plus vite possible, peut-être même avant les fêtes. À quel point les relations entre Québec et Ottawa sont tendues, je dirais, sur ce dossier-là? On sent que quand même le fédéral a fait un petit pas en direction du Québec, mais il reste que Québec en fait sa priorité, comme vous l'avez mentionné, et ne fera pas de compromis sur la protection du fait français. Derrière la loi 96 qui a été adoptée, le gouvernement fédéral songe à se joindre au mouvement de contestation devant les tribunaux, et ça, peut-être que le ministre Roberge va vouloir faire tirer les choses au clair avec la ministre Petitpas-Taylor, lui disant qu'on ne devrait pas toucher à la loi 96 parce qu'elle vise à consolider la place du français au Québec. Mm-hmm. Il reste que il y a eu quand même quelques pas de fait aussi de la part du gouvernement Legault dans le dossier d'immigration. On sent moins, comment dirais-je, l'animosité peut-être? L'animosité, oui, un peu plus de chaleur. Parce que de chaleur et que le gouvernement Legault maintenant sait qu'il doit maintenant augmenter les taux d'immigration, les seuils d'immigration au Québec pour protéger la langue française. Donc, ça va faire partie de sa stratégie et probablement là-dessus qu'il y aura une plus grande collaboration entre Québec et Ottawa sur la question de l'immigration si le fédéral réussit à mettre de l'ordre dans ses propres affaires en accélérant le traitement des demandes d'immigration, mais aussi en acceptant davantage d'immigrants francophones au pays. Oui, Émilie, pour revenir sur la question du français, ça a été central à Québec cette semaine. Oui, à Québec, vous l'avez dit avec le discours inaugural de François Legault, mais aussi à Ottawa avec ces nouvelles données de Statistique Canada, donc la dernière série de données sur tirées du recensement du plus récent là, en 2021. Et ce qu'on voit, c'est ce que ça confirme que l'anglais comme langue principale utilisée au travail continue de gagner du terrain. Donc, même si c'est quelques points de pourcentage, le gouvernement Trudeau doit expliquer comment son projet de loi C-13, là, la fameuse réforme de la loi sur les langues officielles, comment c'est ça la solution au recul du français dans les milieux de travail au Québec. Donc, pourquoi ne pas accéder à la demande de Québec de lui permettre d'appliquer la Charte de la langue française dans les milieux professionnels sous juridiction fédérale? Donc, il doit revenir là-dessus forcément. Et M. Trudeau ferme la porte encore une fois, mais il doit bien l'expliquer pourquoi c'est ça le choix d'aller avec le projet de loi C-13, un projet de loi qui, il faut le rappeler, piétine là, depuis plusieurs rencontres au comité des langues officielles. Bon, aujourd'hui, il semble y avoir un accord entre les partis pour faire cheminer, pour limiter du moins le temps de débat restant, mais ça va être encore plusieurs rencontres. Ça va se conclure après Noël, donc ça aussi, ça reste à voir. Sur un autre dossier chaud de la semaine, la première ministre Danielle Smith et son projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta. Yves, il y a plusieurs politiciens, des politologues également, qui ont vraiment taillé en pièces ce projet de loi de Mme Smith. Quelle est votre réaction à vous à ça? Écoutez, à première vue, il n'y a pas grand-chose qui tient la route dans ce projet de loi, tant du point de vue légal que constitutionnel. On a l'impression que Mme Smith est à la tête d'une entreprise et que le Conseil des ministres, c'est son conseil d'administration qui a tous les pouvoirs sur tout. Alors, ça tiendra pas la route. Ceux qui risquent de travailler le plus sont les juges et les cours des différentes instances, à moins que Mme Notley remporte la prochaine campagne électorale en Alberta. C'est ça le grand point d'interrogation.
Il nous reste 30 secondes. En terminant, un mot sur la nouvelle stratégie Indo-Pacifique qui a été présentée dimanche dernier. Ottawa qui investit 2,3 milliards sur 5 ans, notamment pour prendre ses distances avec la Chine. C'était très attendu. Émilie, est-ce que ça passe le test? Ça répond aux attentes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'aimerais attirer votre attention sur un commentaire de Roland Paris, là, cet ancien conseiller du premier ministre Trudeau. Lui, ce qu'il dit, c'est le premier document stratégique aussi complet en matière d'affaires étrangères que le gouvernement du Canada présente depuis des années. Mais il dit aussi, moi, j'aimerais qu'on m'explique mieux comment le gouvernement va atteindre ses cibles. Alors, c'est ça la question, et c'est ça que les partis d'opposition aussi vont surveiller. Par exemple, ça a été relevé que le nombre de diplomates, par exemple, le nombre d'embauches, il n'y a pas de cible concrète dans la stratégie. Alors, il faut s'en remettre à une vieille déclaration de M. Trudeau qui parlait d'une 60aine d'embauches. Donc, voilà, le diable est dans les détails. C'est ça, oui, parce qu'on a dit que ça manquait de clarté. Joël Denis, Yves et Émilie, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et je vais poursuivre l'analyse de cette nouvelle stratégie Indo-Pacifique avec l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui est aussi ancien vice-premier ministre du Canada, qui a également collaboré tout récemment à un collectif qui proposait justement un plan canadien pour cette région cruciale du monde. Alors, bonsoir, M. Charest. Bonsoir, Mme Bégin. Je veux d'abord vous entendre sur la Chine parce qu'avec sa nouvelle stratégie Indo-Pacifique, Ottawa visiblement prend ses distances d'avec la Chine. On qualifie même le pays de puissance perturbatrice. Vous êtes aujourd'hui avocat, vous faites des affaires en Chine. C'est une région du globe que vous connaissez vraiment très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle approche du Canada envers la Chine? Elle était attendue, Mme Bégin, depuis déjà quelques années, la nouvelle politique Indo-Pacifique qui est un recadrage, en quelque sorte, de l'approche canadienne dans la grande région. Et dans la grande région, il y a la Chine qui est omniprésent. Et je suis pas étonné de la position que prend le gouvernement du Canada. Je pense que c'est la bonne. Il faut faire un état des lieux qui reflète la réalité. C'est une puissance émergente, la Chine. Moi, au moment où on se parle, c'est une superpuissance. Hein? C'est devenu une superpuissance. Il faut donc le comprendre, il faut le dire, il faut être capable de le nommer. Et le Canada fait ce que à la fois les États-Unis, mais également l'Europe font aussi, c'est-à-dire un recadrage de sa politique sur l'Indo-Pacifique et la Chine en particulier. Oui, parce que vraiment, on sent qu'on entre dans une nouvelle ère, alors que le premier ministre Trudeau voulait même, il n'y a pas si longtemps quand même, conclure un accord de libre-échange avec la Chine. Est-ce que vous diriez qu'on a complètement perdu nos illusions envers la Chine, qu'on tourne la page sur la Chine avec une stratégie de la sorte? Moi, je suis pas de cette école, d'autant plus que dans l'histoire récente, on a évolué très rapidement. Il y a une cinquantaine d'années seulement, on a établi des relations diplomatiques avec la Chine, Mme Bégin. Depuis ce temps-là, en 1978, la Chine ouvre son économie, arrive Tiananmen Square, arrive la tombée du communisme, arrive l'évolution qui a beaucoup marqué nos économies, c'est-à-dire que la Chine est devenue le manufacturier de la planète entière. Et il a fourni au marché, aux pays développés comme le nôtre, des produits de consommation à faible coût. Et il y a eu toute une évolution phénoménale de l'économie chinoise. Mais en même temps, la Chine, elle est restée politiquement communiste. La Chine, aujourd'hui, est devenue, par le fait même, une superpuissance. Elle se comporte comme une superpuissance. Et le Canada, maintenant, doit en tenir compte dans la façon de calibrer nos relations avec la Chine. On doit faire l'équilibre entre nos intérêts, ce qui relève de nos intérêts propres à nous, mais également des valeurs que nous défendons. Et ça va faire partie du nouveau défi de la relation que nous voulons avec la Chine et le peuple chinois. Oui, mais avec un tel changement de ton, une nouvelle approche comme ça, bon, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes avocat, vous avez des clients en Chine. Pour les Canadiens qui continuent de faire des affaires en Chine, est-ce que ça complique les choses que cette nouvelle approche du Canada? Et pour tout dire, là, on sort d'une course au leadership, une notoriété publique. Moi, j'avais travaillé avec Huawei
Et quand on a commencé, là, il est arrivé l'affaire de Mme Meng Wanzhou, les deux Michael, etc. Et donc, oui, je connais très bien la région. Est-ce que la relation d'affaires avec la Chine change? La réponse est oui. La réponse courte, c'est oui. Il faudra y aller à des conditions qui seront, je pense, différentes, avec maintenant des secteurs de l'économie qui seront hors jeu. Je pense à tout ce qui touche l'intelligence artificielle, quantum computing, tout ce qui touche, par exemple, le 5G, les produits médicaux. Toute la question des chaînes d'approvisionnement, Mme Bégin, va faire l'objet d'un questionnement du secteur privé. Et donc, les entreprises canadiennes qui sont en Chine devront se questionner sur leur façon de déployer leurs affaires en Chine pour ne pas être vulnérables. Il y a aussi une question d'autonomie. On va vouloir être autonome dans les secteurs névralgiques de notre économie, qui relèvent, par exemple, des équipements de santé, etc. Et sur le plan des ressources naturelles, cependant, la relation va quand même demeurer très forte. Lion Ore, le porc, le bœuf, le canola, nous allons continuer à transiger avec la Chine. En même temps, excusez une réponse longue, mais il ne faut surtout pas rater aussi un sujet essentiel. Il faut absolument que nous puissions collaborer sur la Chine, sur des sujets qui touchent l'avenir de l'humanité. Le changement climatique, les questions d'épidémie, de santé, tout ça, là, c'est absolument essentiel pour notre avenir à nous de pouvoir travailler et de collaborer avec la Chine. Pardon. Oui, parce que, en fait, la ministre Joly, en fin de semaine, lorsqu'elle a annoncé cette nouvelle stratégie Indo-Pacifique, elle a dit justement que c'était très important pour le Canada de continuer à collaborer avec la Chine sur des questions comme des enjeux comme les changements climatiques. Mais est-ce que vous pensez que ça va être toujours possible de collaborer avec la Chine? Ben, il le faut. C'est le concept en anglais, on l'appelle engagement, c'est-à-dire on s'engage dans une relation. Et la Chine, Mme Bégin, on va y aller au plus court, là, est inévitable. Mm-hmm. Ce que la stratégie constate également, c'est que l'Asie aujourd'hui, c'est 60% de la population mondiale, c'est 60% de l'économie mondiale, et ça va aller en croissance très forte. Alors que nous, nos économies vont croître à un niveau beaucoup moins important. C'est donc dire que la Chine va peser de plus en plus dans l'économie mondiale, sa classe moyenne va grossir et que ça va peser dans nos vies à nous les Canadiens. Pensons au secteur de l'énergie, pensons à tout ce qui touche le développement des technologies, etc. Mm-hmm. Alors donc, il est incontournable. La Chine est incontournable. C'est comment allons-nous, les États-Unis le font, là, et tout ça, c'est des morceaux qui s'enchevêtrent un dans l'autre. La relation entre les États-Unis et la Chine, entre l'Europe et la Chine, Canada, Chine. Alors, nous sommes aussi dans une situation où nous devons tenir compte de l'approche que prennent les Américains vis-à-vis de la Chine, qui est une approche qui est beaucoup plus serrée que ce que nous avions connu auparavant, en particulier dans le secteur des technologies. Bon. Alors donc, il faut peser les deux. Il faut être capable de distinguer sur les sujets sur lesquels on s'engage avec la Chine, tout en défendant nos valeurs. Oui, parce que vous dites que c'est un pays qui est incontournable. Je veux vous entendre, en terminant, parce que le temps file, là, sur la stratégie donc Indo-Pacifique de façon plus générale, mais sur le rôle des provinces canadiennes. Vous avez été premier ministre du Québec. On sait que le Québec s'est doté récemment de sa propre stratégie Indo-Pacifique. Il y a même un délégué du Québec à Beijing. Jusqu'à quel point c'est important pour les provinces au Canada, important, peut-être même crucial, de développer leur propre stratégie envers l'Indo-Pacifique? Qu'est-ce que vous en pensez? Le Canada, c'est une des fédérations les plus décentralisées au monde. Les provinces ont des pouvoirs très importants, des compétences sur des sujets qui sont exclusifs, pardon, comme les ressources naturelles. Alors, dans un dossier comme l'énergie, par exemple, les provinces jouent un rôle ils sont également incontournables. Alors, c'est extrêmement important que les provinces fassent également partie de la stratégie. C'est un point tel vrai que moi, en 2008, j'avais organisé, comme président du Conseil de fédération à l'époque, quand j'étais premier ministre du Québec, une mission des provinces en Chine. Ça s'était jamais fait. C'est donc dire l'importance du rôle des provinces. Mais là, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Il faut que le gouvernement fédéral ouvre la porte, en quelque sorte, à une participation active des provinces. Sinon, et la Chine et le Canada vont se priver d'un acteur qui est incontournable et très important dans la mise en œuvre d'une stratégie. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, le domaine de l'immigration,
les provinces sont aussi incontournables. Alors, espérons que les provinces soient appelées à collaborer étroitement avec le gouvernement fédéral dans le développement de ses relations avec la Chine. Parce que c'est un marché vraiment, comme vous le dites, incontournable. Jean Charest, je rappelle que vous êtes ex-premier ministre du Québec, ancien vice-premier ministre du Canada. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Ça a été très apprécié. Merci. Merci, Mme Bégin. Au revoir. On va souligner samedi le 25e anniversaire du traité d'Ottawa qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. Le Canada a joué un rôle central dans la signature de ce traité en 1997. Depuis, il y a plus de 5 millions de mines qui ont été détruites à travers le monde. Mais les problèmes, malgré tout, demeurent dans plusieurs pays. C'est le cas notamment en Ukraine, où on voit de plus en plus de mines antipersonnelles sur le terrain. Alors, pour en discuter, je retrouve Niep Semoun, qui est survivante d'une mine antipersonnelle, et Jean-Baptiste Richardier, qui est fondateur de l'organisme Humanité et Inclusion Canada. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir, madame. Bonsoir. Niep Semoun, je vais commencer avec vous. Vous avez été donc vous-même victime d'une mine antipersonnelle quand vous aviez 10 ans. C'est survenu au Cambodge. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Racontez-nous votre histoire. Bah, écoutez, effectivement, c'était dans les années 80. J'avais à peine 10 ans. Précédemment, j'avais vécu quand même 4 ans de guerre civile. Et en allant en fait à la frontière thaïlandaise je sais pas comment dire ça, à côté de la frontière thaïlandaise, c'est là où j'ai sauté sur une mine antipersonnelle qui était posée à l'orée des comment dirais-je de la forêt, parce que je voulais donc aller chercher de l'eau. Moi à l'époque je ne savais pas ce que c'était une mine antipersonnelle. Par chance, c'était une mine qui était quand même relativement assez artisanale. C'est pour ça que je suis là en train de parler avec vous. Donc, je disais que c'était la première fois que j'ai malheureusement donc sauté sur la mine. Auparavant, je ne savais pas ce que c'était qu'une mine antipersonnelle. Est-ce que vous avez subi des blessures permanentes? Oui, tout à fait, madame. Parce qu'en fait, justement, donc, et quand j'ai sauté sur cette mine, donc, je me suis retrouvée projetée en l'air comme un sac de patates, puis retombée par terre. Mais la violence était tellement impressionnante, tellement massive, tellement bruyant, choquant. J'étais plus ou moins assommée. Je me suis retrouvée 3 fois par terre sans réaliser justement que j'étais en train de marcher sur une mine. Et au bout de la 3e fois, je me suis rendu compte qu'en regardant ma jambe droite qui a été arrachée, comme on épluchait en fait une banane. Et puis même une fois ça, je savais pas que j'étais en train de marcher sur une mine en fait. Ouais. Et de façon instinctive, j'ai sautillé et j'ai perdu connaissance et j'ai une chance inouïe. Il y avait 2 soldats qui passaient par là, qui m'ont pris avec eux et qui m'ont amené en fait dans un dispensaire de fortune. Le nombre de victimes des mines est actuellement en augmentation sur la planète. Quand on voit ce type d'arme justement qui est de plus en plus utilisé en Ukraine, par exemple, à quel point la situation, M. Richardier, se détériore dans le monde par rapport aux mines antipersonnelles? Oui, c'est une question délicate parce qu'il ne faudrait surtout pas laisser croire ou laisser supposer que le traité d'Ottawa serait une nouvelle norme en régression. C'est pas du tout le cas. Il faut d'abord se souvenir que le traité d'Ottawa a représenté une division par 10 du nombre de nouvelles victimes par rapport aux quelques 30 000 à l'origine, au moment de la campagne internationale pour interdire les mines, et le traité d'Ottawa. Et en quelques années, on est passé autour de 3000. Donc le regain qui fait que les chiffres remontent autour de 5 à 6 000 est relativement stable depuis la reprise, depuis l'émergence d'un certain nombre de nouveaux conflits. Il y a eu la Syrie, le Yémen, aujourd'hui effectivement la guerre en Ukraine. Ne doit en aucune façon laisser penser que le traité d'Ottawa serait impuissant par rapport à cette situation, pour la bonne et simple raison que les utilisateurs de ces mines n'étaient de toute façon pas des signataires. Étaient des pays qui étaient soit déjà en conflit, soit qui par principe avaient décidé de ne pas signer. Ouais. La norme de l'illégalité
est établi par un traité qui est signé par 165 pays. C'est ça qui est important. L'année dernière, le financement de l'assistance aux victimes des mines antipersonnelles a atteint son niveau le plus bas depuis 2016. Je le disais d'entrée de jeu, le Canada a été un leader dans le dossier de la lutte contre les mines antipersonnelles. Je vais vous demander à tous les deux, Madame Simoun d'abord, est-ce que le Canada, vous pensez, en fait assez aujourd'hui à cet égard? Hélas, effectivement, nous avons constaté que l'aide dans ce sens est de plus en plus réduite. Vous savez, j'ai envie de dire, sur le terrain, j'ai envie de dire, si vous saviez, quand on est en fait victime des mines antipersonnelles, il y a pas que ce côté handicap physique qui est effectivement visible, mais il y a aussi ce côté amputation émotionnelle et psychologique qu'on doit aussi prendre en considération. C'est-à-dire que malheureusement, effectivement, la situation ukrainienne est là pour nous rappeler que nous avons besoin, HI au Canada a besoin du soutien de son gouvernement. Ce besoin financier est très important. On ne peut pas malheureusement réduire ou essayer effectivement j'ai envie de dire c'est important. Le soutien financier, c'est très important pour que l'association puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Jean-Baptiste Richardier, est-ce que le Canada est toujours vu comme un leader dans le domaine? Alors, je suis content que vous me posiez cette question parce que s'il y a quelque chose que je peux regretter pour avoir vécu de manière très intime l'extraordinaire audace, le courage politique, le sens du bien commun et cette dimension visionnaire qui a permis au Canada de prendre cette formidable décision de s'imposer comme leader de ce processus et qui a été à ce moment-là comme une lumière sur le monde. Je crois qu'il faudrait que les Canadiennes et les Canadiens réalisent et se souviennent et il faudrait que le gouvernement canadien revendique et assume ce rôle de leadership et garde effectivement cette capacité d'innovation, cette capacité d'aller jusqu'au bout et de continuer à porter ce traité parce que c'est probablement un des plus beaux héritages en matière de diplomatie et en matière de politique de désarmement. Oui. Alors, un bon rappel, alors qu'on souligne en fin de semaine les 25 ans de ce traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Niep Simoun, qui est survivante, donc, je le rappelle, d'une mine antipersonnelle, et Jean-Baptiste Richardier. Je vous remercie beaucoup de vos témoignages, très appréciés. Merci. Et on termine à Québec, un coup d'éclat à l'Assemblée nationale. Les 3 députés du Bloc québécois qui ont été élus aux élections du 3 octobre ont été refoulés à la porte du Salon Bleu aujourd'hui. Les 3 élus refusent toujours de prêter serment au roi et promettent de ne pas siéger avant l'adoption d'un projet de loi pour couper les ponts avec la monarchie. Ils espèrent un dénouement avant Noël. On écoute le chef péquiste. Puis on fait avancer les choses en l'espace d'une semaine seulement. On a réussi à rallier tous les partis politiques pour que ça change. Hier, le Parti libéral du Québec a dit qu'il voulait que ça change. Donc, une fois qu'on est rendu là, on a une personne ici qui fait son travail. Il faut travailler dans l'institution, dans le respect des gens. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 1er décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.